L'étendue des problèmes, des potentialités dont disposent les secteurs miniers de la République démocratique du Congo dans sa branche extractive, c'est aujourd'hui dans les diagnostics, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Comme il est chaque fois des coutumes, cette émission, je la présente toujours avec Igor Biwaka que je reçois. Salut. Bonjour. Bienvenue. Et pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir un grand invité aujourd'hui à la personne de monsieur Jean-Pierre Okenda, avocat et directeur des ressources matières, qu'on invite dans le plateau et avancer. Bonjour, bienvenue chez nous. Monsieur Jean-Pierre Okenda, je rappelle que vous êtes maître et avocat, mais également directeur des ressources matières. On vous reçoit dans notre magazine Les Diagnostics. Ici, nous allons essayer un peu avec vous parler de l'étendue des problèmes, mais également des potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo dans les secteurs miniers. Et entre autres, déjà, d'entrée de jeu, quelles sont vos premières impressions pour notre chaîne? Merci beaucoup, monsieur. C'est un grand plaisir pour moi. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de passer dans votre chaîne. La première pression, je ne pressionnais pas l'autre. Je trouve que les cibles est très bien structuré. Et je vois évidemment des très jeunes journalistes qui sont là-dessus devant moi. Et toute l'équipe technique, je trouve que les projets, c'est un très bon projet. Et je vous souhaite en tout cas de plein succès. Merci. Pour la suite. Voilà, merci beaucoup. On va directement entamer les vifs du sujet. On va parler d'abord de ce que vous faites. Quelles sont les politiques que vous mettez en place pour essayer peut-être de contrôler ou bien de superviser les secteurs miniers dans sa branche extractive? Tout justement, avant de vous donner en tout cas la parole, maître, on aimerait bien également que vous puissiez vous présenter, puisqu'on vous a présenté ici en tant que maître avocat, mais également directeur des ressources matières. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous a échappé, on aimerait bien que vous puissiez en tout cas le dire avec vos propres mots. Je vous remercie. En fait, en réalité, c'est que je suis expert sur les questions de gouvernance des ressources extractives. Okay. Et en particulier les mines. Ça fait plus de 18 ans qu'on travaille là-dessus, avec une variété d'expertises qui couvre beaucoup de sujets. Parmi ces sujets figurent les politiques publiques, de comment on peut mieux gérer les mines sur nous, au Congo, et comment on peut mieux négocier des bons contrats pour le pays, comment on peut assurer que nous avons un bon régime fiscal, comment est-ce que nous faisons le choix des instruments fiscaux. Donc, c'est un peu mon domaine, je dirais, des prédilections. Et même quand je preste comme avocat, je suis plus dans cette branche, la spécialité, c'est les questions minières et qui sont les questions qui m'intéressent le plus. Et pour des raisons que tout à l'heure je vais décliner. Et donc, voilà en gros, et donc, voilà ce que je fais comme travail dans ce secteur-là. Voilà, vous avez dit tantôt, vous y travaillez depuis presque 18 ans. Comment vous jugez les secteurs miniers en République démocratique du Congo de la forme organisationnelle? Alors, on est dans un secteur minier, nous pratiquons l'économie des rentes, nous faisons la quête des taxes au Congo. Nous ne voulons pas palper la richesse. C'est ça la réalité des secteurs miniers congolais, qui ne s'explique pas de l'isolement du secteur. D'un côté, d'un pays qui est très dépendant du secteur minier. Si vous avez suivi les statistiques des statistiques, vous allez voir que la contribution du secteur minier au produit intérieur brut, PIB, en 2023, on est à 70%. Okay. C'est énorme. Et quand vous voulez regarder les statistiques d'exportation, ce que nous exportons du Congo, je crois que le secteur minier, si je ne m'abuse pas, est à 96% ou 97%. Disons que le secteur extractif, en termes d'exportation, ce que nous faisons, on est à 99%. Tout ce que nous exportons, c'est les mines essentiellement, les métaux de base. Et nous avons aussi un peu de pétrole. Et dans les 0,1% qui reste là, autre chose. En fait, tout cela un peu démontre la dépendance du pays vis-à-vis de ces secteurs miniers-là. Mais malheureusement, une dépendance qui est en réalité plus basée sur la rente. Parce qu'on ne peut pas espérer collecter les taxes et développer un pays en pratiquant un secteur minier qui ne fait tout simplement payer des taxes à l'État congolais. On ne peut jamais arriver. Ça n'a jamais arrivé dans aucun pays au monde. Si ça arrive, le Congo sera le premier pays qui aura à ce niveau-là, qui aura pour la première fois
développer un pays en se basant sur la collecte des taxes uniquement. En fait c'est un peu à la fois paradoxal, c'est une situation paradoxale. Et c'est ça généralement, parce que dans l'économie politique et administrative, vous avez des concepts qui sont beaucoup évolués. On parle tantôt de paradoxe de ressources naturelles, on parle de la malédiction de ressources naturelles. Donc on est en réalité un peu un champ d'expérimentation, à la fois du paradoxe entre, on est devenu, je rappelle aussi en passant, vous le suivez de près, que depuis 2023, en 2023, nous sommes devenus deuxième producteur mondial de quoi, du cuivre. On est le Pérou. Voilà, le Pérou, même si la situation est à nuancer relativement, il n'est pas si évident que cette année la RDC soit deuxième. Je crois quand même que la RDC va encore revenir sur cette troisième place, mais dans le court terme, je dirais dans quelques années, en tout cas la RDC va prendre cette place-là, absolument. Alors, vous avez fait 18 ans dans le secteur minier congolais. Vous en avez justement largement une grande expérience, si je peux en tout cas être beaucoup plus enflure, si je peux exagérer. Alors, qu'est-ce que vous avez préconisé comme solution pour que la République démocratique du Congo ne soit pas dans les concepts tendanciels comme paradoxe minier et autres, pour qu'il puisse en tout cas pleinement, la RDC puisse en tout cas pleinement bénéficier de ces ressources minières? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, la question que vous posez, elle est simple. Je vais la répondre de manière assez simple aussi pour les spectateurs. Voici la question que vous me posez. Qu'est-ce qu'il faut pour que... Quelle solution vous préconisez? Exactement. Mais je voudrais vraiment la rendre de manière très très simple, de manière pédagogique et méthodique. Vous me posez la question, qu'est-ce qu'il faut pour assurer que la RDC construise un immeuble de qualité? Voilà. C'est ça en fait, c'est ça que vous pouvez. À votre aise en tout cas. Exactement. Donc, et je vais vous dire, il faut une bonne fondation. On ne peut pas avoir une solidité d'un immeuble de par la qualité de la fondation. Donc, je réponds à votre question des termes clairs. On ne peut pas gérer bien les mines sans avoir une vision sur comment gérer les mines. Ce que vous voulez faire avec vos minéraux. Mais les codes miniers existent sans pour autant. Oui, mais c'est justement là vraiment, vous me donnez une excellente opportunité. Le code minier contient des éléments fragmentaires de politique. Ce n'est pas la politique minière de la RDC. Et ça, c'est indispensable. Parce que vous m'avez posé, j'ai voulu insister sur le fait qu'on ne peut pas espérer avoir un immeuble de qualité sans une meilleure fondation. Il faut une bonne fondation. Et la RDC n'a pas de fondation. Le pays gère les ressources sans une vision de ce qu'elle veut faire avec la ressource, sans une politique. En fait, dans le monde anglophone, quand on parle de la politique, c'est-à-dire que vous élaborez, vous mettez ensemble pour réfléchir sur quelles sont les opportunités que le secteur vous offre, mais quelles sont les difficultés ou les contraintes auxquelles vous devez faire face et qui peuvent vous empêcher à ne pas capitaliser, optimiser le secteur. Vous devez être en mesure de dire que ce que vous voulez que le secteur vous apporte à 5 ans, 10 ans. Vous devez avoir des objectifs précis avec des indicateurs. Je vous donne juste un exemple. Vous dites, pour notre secteur minier de la RDC, en tant qu'objectif pour nous, c'est que dans 5 ans, le secteur minier chez nous au Congo, dans 5 ans, nous n'allons pas seulement exporter les cathodes, parce que nous savons qu'en exportant les cathodes, nous n'avons qu'une infime partie de la richesse de la mine. Elle n'est pas la réalité. Évidemment. Que nous, dans 10 ans au Congo, notre vision, c'est que nous devons arriver à transformer les minéraux chez nous au Congo. Voilà. À un niveau donné des minéraux au Congo. Vous devez vous dire en disant que, bon, la mine qui est chez nous, parce qu'en réalité, c'est ça le problème au Congo. Et même quand on parle du code minier, c'est l'instrument. En réalité, le code minier devait être taillé sur la politique. Quand vous vous dites ceci, quand on vient faire les mines au Congo, on va acheter les biens et services, n'est-ce pas? Pour produire une tonne de cuivre, vous pouvez avoir, les modèles économiques, il y en a qui parlent, il me faut peut-être $3,000 américains comme coût, achat, carburant, tout ce que les intrants que je vais acheter, tout ça. Vous devez vous dire, bon, cette société va commencer à acheter tout à l'extérieur du pays. D'ici 10 ans, nous voulons assurer que tels intrants sont produits faits au Congo. En réalité. Donc, ça, c'est beaucoup plus une question de politique, c'est une question d'économie. Donc, il ne faut pas considérer le secteur minier comme une finalité, mais elle doit être reposée sur la planification, sur l'économie. Et c'est là où on n'a pas. Le reste ici, ce que nous faisons, c'est de tantonner, et évidemment, je suis d'accord avec vous, que certains éléments de politique sont dans le code minier, ils sont fragmentaires, et ça ne peut pas aider le pays. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas évaluer les choses ainsi. Okay. Voyez-vous ce que je veux dire par là? Et pour moi, c'est ça qu'il faut toucher. Oui, je reviens surtout
bon, je pose mes mains sur les codes miniers congolais. Déjà, vous dites qu'il y a certains éléments qui sont un peu fragmentaires et autres. Vous y travaillez dans les secteurs depuis presque 18 ans, ou plus de 18 ans. Qu'est-ce que les codes miniers a comme apport dans les secteurs extractifs de la RDC? Alors, je vais répondre aux codes miniers actuels. Parce que nous avons assisté à pratiquement 2 générations de lois. Celui de 2002 avait comme objectif, celui de 2002 a été pensé sur des politiques conçues par la Banque mondiale. Il a pour objectif d'attirer les investissements, relancer la production minière. Après, ça a été révisé. Oui, on a eu son objectif était plus sur d'attirer, relancer la production. C'était pas sur comment maximiser l'économie. Ok, bon, on savait que par effet incitatiel. Après, ça a été revisé. Aujourd'hui, quel est l'apport du code minier revisé? Le code minier revisé a beaucoup d'apports, plus sur le volet communautaire, développement communautaire, améliorer les standards de transparence, parce que ça, ce sont des questions qui sont indispensables. Vous ne pouvez pas avoir un bon secteur minier qui est géré, qui n'est pas géré de manière transparente. Vous n'aurez pas un bon secteur minier. Donc ça a été fait. Mais attention, mais le code minier a un bémol aussi, de 2018. Aujourd'hui, 0 investissement. En termes d'attraction d'investissement, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que on est parti pour augmenter taxes. Ça a vraiment quand même une vision. Et donc aujourd'hui, le code minier a un impact mitigé. Du point de vue d'investissement aujourd'hui, le code minier de 2018 a un effet négatif. Parce qu'il n'y a pas d'investissement dans le mine. Donc la révision, n'est-ce pas, du code minier congolais n'a pas tenu compte de l'environnement fiscal de notre pays? Pas du tout. En fait, ça n'a pas tenu compte en réalité. En fait, on a omis le fait que l'industrie minière, c'est une industrie transnationale. Voyez-vous ce que je dis par là? Oui. Vous avez la mine en RDC, vous pouvez avoir une raffinerie qui est de l'autre côté, en Afrique du Sud. Vous pouvez avoir quelqu'un qui lui est entré dans l'industrie automobile, c'est lui fabricateur de batteries qui est quelque part. On est dans une chaîne. Et c'est comme ça que nous parlons assez souvent de la chaîne d'approvisionnement, comme nous parlons également de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur. Donc on en parle beaucoup de quoi ce concept-là. Pour moi, parce que moi je regardais, j'ai participé dans la rédaction du code minier de 2018. Et moi j'étais dans la commission de fiscalité. Les bémols au niveau de la fiscalité, c'est que c'est une fiscalité, en fait, les défis, on n'a pas trouvé l'équilibre entre le besoin de la RDC qui était légitime, d'assurer que lorsqu'il y a une fluctuation de cours de métaux, que la part de la RDC augmente aussi. Parce qu'avec le code de 2002, il faut le reconnaître qu'il avait cette faiblesse à ce niveau-là. Donc on pouvait avoir la flambée des cours qui augmente, l'entreprise est en train d'engager des gains, mais l'État ne peut pas engager des gains. Donc il fallait trouver une réponse. Donc le code, la version visée du code, parce qu'il est le même, venir pour on peut trouver des réponses là-dessus. Mais la réponse qu'on a trouvée, il n'a pas été trop bien conçu, dans le sens que il n'a pas tenu un équilibre, une balance entre, d'une part, le fait pour assurer que nous avons un instrument fiscal progressif, excusez-moi d'être un peu technique parce que c'est-à-dire qui permet que flexible, qui fait que lorsque le cours augmente aussi, la part du cours augmente aussi. Mais, et donc, il m'a même pas assuré que cela ne puisse pas brider les investissements. Qu'on ne puisse pas empêcher à quelqu'un d'investir. Donc, il y a d'autres dispositions liées au régime fiscal, franchement, pour moi. Entre autres, vous avez parlé ici, sans pour autant vous interloquer des taxes. Vous avez évoqué les taxes ici. L'impôt sur le super profit. Voilà. La redevance également. Vous pouvez vous étendre un peu sur l'impôt sur le super profit dont on en parle trop. Oui, mais exactement. Qu'est-ce que vous reprochez à cet impôt-là sur le super profit? L'impôt, en fait, en réalité, il y a 2 choses qu'on reproche à cet impôt-là. Ok. L'impôt sur le super profit ne garantit pas la neutralité. Il y a le principe quand on collecte un impôt. Il faut assurer l'équité de l'instrument fiscal. Il faut assurer sa neutralité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener une situation de double imposition. Okay. On ne peut pas arriver à suivre tout ça. Donc, ce qu'on a eu avec cet impôt-là, je crois que, d'une part, le Congo a posé un problème légitime, mais la réponse qu'on a donnée, elle n'a pas été appropriée par rapport n'a pas tenu compte, comme je l'ai dit, de la structure transnationale d'un projet de quoi minier. Et donc, on a l'impression, maintenant on va vous dire que non, sur les cours augmentent de 25%, le résultat des brutes d'exploitation, sur augmentation, machin, tout ça. On a fait asseoir cet impôt sur l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité n'a pas la vocation de régler cette situation. En réalité. Donc l'étude de faisabilité, c'est d'abord un document de marketing. Donc si vous me dites que le prix que vous avez mis dans votre étude de faisabilité s'augmente de 25%, qu'est-ce que je fais sur ce séminaire? Je rabaisse le prix. Ou carrément, je les augmente. Oui.
pour faire en sorte que, même si je dégage des gains en réalité, je vais faire en sorte que ça soit moins de 90%. Donc, on ne peut pas faire le choix d'un instrument. En fait, pour moi, en réalité, le choix, c'est qu'on reproche le choix. Deuxième élément. Est-ce que le Congo a la facilité de collecter l'impôt, a les capacités de collecter l'impôt sur le super profit? Qu'est-ce qui manque? On n'a pas de capacités humaines. Qu'est-ce qui et techniques. Des capacités humaines. Mais je l'ai dit très bien, mais je l'ai dit à haute voix sur le plateau. Okay. Et je vais même donner. Étendez-vous, expliquez-moi. C'est important, je vous explique un peu. Okay, oui. Mais le Congo n'a pas les capacités. L'industrie minière, la fiscalité minière, elle est très complexe. Comme je l'ai dit, elle est extrêmement complexe. Je vais vous donner juste un exemple. Un exemple très très simple pour que vous puissiez comprendre qu'on n'a pas les capacités. Et puis je vais vous donner un exemple d'un impôt qu'on ne collectait pas, qu'on a du mal à collecter depuis qu'on. Allez-y, vous avez la parole. Je vais vous dire. L'IBP. Vous savez que le bénéfice et profit. Exactement. Okay. Donc l'impôt sur le bénéfice et profit est le point le plus important en termes de taux. La redevance minière n'est que 2%, plutôt 3%. On va y arriver. Donc l'impôt sur le profit est le instrument fiscal le plus important. C'est-à-dire que lorsque le Congo a conçu la fiscalité de notre code minier, on a fait le choix de nous baser sur les impôts sur les sociétés, dont l'impôt sur les bénéfices et profits. Vous pouvez regarder les rapports UTI et me dire combien de sociétés ont déjà payé l'impôt sur le profit. Mais vous avez des sociétés qui ont un résultat nul. Okay. Vous avez des sociétés, parce que nous faisons face à des situations de flux financiers illicites. Nous avons fait des situations de défis, des transferts de prix, et des transferts de bénéfices. Vous avez des sociétés dans lesquelles, en réalité, vous avez une filiale, c'est la filiale qui fait le prêt à la société qui a été créée au Congo. C'est la maison mère qui achète un matériel que tout ça. Donc, en fait, ce sont des questions complexes parce que vous devez arriver à dégager un bénéfice. Et donc, qu'est-ce que ces sociétés font? Elles ont tellement de possibilités. Jouent avec le transfert des prix en réalité, qui va faire la société qui est créée au Congo ici un résultat négatif. Si un résultat négatif, on ne paie pas l'IBP. Il n'y en a pas. Parce qu'on n'impose pas l'IBP pour le société qui accuse un chiffre d'affaires. Non, on ne va pas l'accuser parce qu'en réalité, c'est quoi? En fait, c'est une société de la maison. Vous avez une maison mère qui a à peu près 6 filiales. Okay. Donc, on a une filiale spécialisée en matière d'équipement. Vous avez une filiale spécialisée en matière de financement. Donc, la filiale, la société qui est au Congo, qui a besoin d'un équipement, achète auprès en quelque sorte, à un enfant de la même famille. Là, il s'agit des sociétés uniquement minières. Exactement. Et donc, on va acheter et on va s'arranger là-bas en disant, écoutez, vous augmentez les prix là-bas. Un engin qui coûterait 100 millions, on augmente c'est 150 millions. Le but est de faire en sorte, en réalité, la société qui est au Congo fait un résultat négatif, mais l'autre société, elle fait le bénéfice. Mais pour la maison mère, que la société qui est au Congo fasse un bénéfice négatif et que la société qui est en Maurice fait un résultat positif, on s'en fout. On a l'argent. En fait, juste, ils ont un exemple un peu comme des transferts des prix et des transferts des bénéfices. Nous n'en avons pas, nous souffrons. Vous avez vu ici quand même tout ça. Ce n'est pas impossible pour remédier à cette... Exactement. Mais un deuxième élément que j'allais vous donner tout ça. Oui. Comme ça, j'ai fini par cette question n'est pas d'impôt et puis on passe à autre chose. Maintenant, regardez ce que ce soit. Donc, si l'impôt sur le profit, bénéfice et profit, on a des mal à le collecter. Vous avez les capacités. Pourquoi? En fait, on est dans les mines. Quand tu achètes, quand tu es dans l'exploration, aujourd'hui, tu achètes un équipement, tu achètes un bel qui entre au Congo, dans l'exploration, la société, les projets miniers vont entrer à production à 9 ans après, parfois 10 ans après. Okay. Vous voyez les capacités de l'administration congolaise d'archiver. Parce que ça dit que la société fera la déclaration des biens qui ont été exportés 10 ans passés. En réalité, c'est ça en réalité quoi. Parce qu'ils vont venir faire la déclaration. Vous savez, il faut le retour à l'investissement. Donc quand ils vont déclarer la production, ils vont vous dire non monsieur, à l'année 2000, il y a 10 ans passés, 9 ans passés, nous avons exploité ça, nous déclarons, tout ça. Vous nous voyez avec les capacités, avec les capacités, tout ça, avec notre administration, on a fait tout ça. C'est difficile à suivre en réalité. Et c'est ça que je vous dis qu'on a fait un mauvais choix. Moi, j'ai travaillé avec mes collègues à ce moment-là. Okay. Nous avons proposé au Congo de choisir un autre instrument fiscal qui est facilement appréhendé, vous pouvez appréhender, que vous pouvez collecter. C'était quoi C'était la redevance minière à taux variable, avec taux variable. Donc, ne figez pas la redevance minière à 3%. Faites à ce que la redevance minière soit 10% comme ça. Vous jouez à chaque fois tout ça. Donc, on a fait un mauvais choix et aujourd'hui, on a des problèmes avec cet impôt-là. Combien en un pays? Voilà.
Et même la redevance minière, maître Jean-Pierre, en tout cas, et même la redevance minière, j'ai dit, ça pose toujours problème, puisque la répartition ici de la redevance minière, d'après, en tout cas, le code minier révisé de 2018, c'est pas, on accorde au moins 50% au pouvoir central, je crois 25% à la province, 15% aux ETD et 10% aux faux mines. Mais prenons un peu l'exemple des entités territoriales décentralisées. On se demande, on se pose mille et une questions. Puisque vous l'avez souligné tantôt dans votre prolégomène ici, que, n'est-ce pas, l'apport même des industries extractives, n'est-ce pas, c'était des facilités. Donc, l'apport, je voulais dire, du code minier, c'était en fait des facilités, en tout cas, les développements communautaires. Ouais. Mais avec la perception des redevances minières, on a comme l'impression que cela, en tout cas, ne bénéficie pas à la population. Au vent, c'est 15% collectés, encore qui devraient revenir aux entités territoriales décentralisées. Je vais en parler brièvement, je vais faire un pic. Okay. Pour moi, aujourd'hui, en tant que quelqu'un, un analyste du secteur minier, je vais attirer l'attention des téléspectateurs que l'impôt, la part reçue par les ETD et les provinces constitue les seules quantités qu'on peut tracer. Tout l'argent que le gouvernement congolais perçoit des mines, et surtout qu'on ne sait pas ce qu'on fait avec. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait avec 50%? On ne sait pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec 10% des mines? Pourquoi on ne peut pas savoir? Parce que là, c'était juste pour ouvrir les parenthèses. En tout cas, c'est réservé pour les générations futures. Je vais juste ouvrir les parenthèses. Pour les générations futures. Monsieur Jean-Pierre, vous qui travaillez depuis presque 18 ans, vous devriez le savoir. Parce que c'est votre... C'est la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gestion du Congo. Et c'est ça en partie qui nous fait tourner en rond. Nous avons récemment, avec un collègue là-bas, réalisé une évaluation pour l'Union africaine pour voir le niveau d'adéquation entre la politique minière africaine et la façon dont la déchet gère leurs ressources naturelles. Si vous m'en donnez l'opportunité, le rapport sera publié d'ici là, je pourrais vous faire la première de ça. Pour décortiquer ces rapports-là avec vous, vous en aurez une copie au départ, vous allez changer votre regard du secteur minier congolais, vous allez comprendre les défis du secteur minier congolais, parce que c'est une évaluation qui est tout à fait structurée. C'est la mauvaise gouvernance de ressources naturelles. Je voulais dire, je vais répondre à votre question qui est fondée légitime, mais je voulais attirer l'attention des téléspectateurs. Attention, l'argent que le gouvernement national perçoit, on ne sait pas ce qu'ils font avec ça. L'argent part pour servir des cabinets politiques, on sort tout ça. Ça doit s'arrêter. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, je rentre sur ce que vous dites là-bas pour rentrer sur... Nous voulons une redevabilité transversale. Ok, holistique. On ne peut pas exiger la redevabilité uniquement des redevances que perçoivent les provinces, les ETD, et ne pas exiger la redevabilité à chaque mouvement central perçoit, FOMIN et tout le reste. Et d'ailleurs, on a créé FONAREV également quand même, qui a encore en violation du code minier. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec FONAREV. On a torpillé le code minier. Et c'est ça en fait, parce que moi, je posais beaucoup de questions. Il y a tellement de problèmes. On ne peut pas être dans un secteur où les lois sont respectées. Vous avez vu, c'est le décret du Premier ministre qui a modifié le code minier. Les décrets du Premier ministre. Qui a alloué, qui a portionné sur une portion de la relevance qui revient au gouvernement central, qui revient à FOMIN, qui revient aux provinces, qui a portionné par un décret du Premier ministre, qui modifie la loi. Ce qui est la loi, donc la loi qui est parlementaire. Donc la loi est modifiée par le Premier ministre. Ça, donc c'est une violation avec la loi. Bien entendu, mais je vous dis, c'est une violation. Nous devons le dire, une violation, et nous devons le dire clairement que ces méthodes de gestion du secteur minier n'avancent pas. C'est terminé. Jamais. On ne peut pas, en fait, je vous ai dit au départ ici, la loi c'est l'instrument en réalité. On ne peut pas mettre la loi en place et commencer à torpiller la loi. Bon, ça ce n'était pas l'intérêt de notre discussion. La question fondamentale que vous me posez sur les redevances minières. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, le code a un impact. Je vais vous donner les chiffres. J'ai fait une petite étude, une petite analyse entre deuxième semestre 2018 et 2021. Je prends la redevance minière uniquement pour les provinces du Katanga, c'est-à-dire qu'au Katanga et là-bas, redevance minière 0,3% et les cahiers de charges qui étaient approuvés en ce moment-là. On arrivait à demi-milliard de dollars américains. L'argent qui parlait aux ETD, qui parlait de développer les communautés. Donc, je suis très ravi, fier, parce que je vous dispense de l'historique, d'où viennent les changements qui sont des codes de tout ça. Mais la question aujourd'hui, c'est la gestion de cet argent-là. Parce qu'il y a des ETD qui percevaient, qui avaient un budget de 30 000 dollars américains par an. Il y en a qui avaient par an. Il y en a qui avaient même 5 000 par an. Mais qui ont trouvé, avec la redevance, mais ça faisait 14 000 dollars américains.
14 millions de dollars par an. Oui, par an. Mettez-vous vous-même, si vous avez un salaire de 300 dollars, et aujourd'hui, comment on paye 100 000 dollars américains? C'est la folie. Donc, on a assisté à ces problèmes-là, des déviations, des détournements, et de l'argent, corruption, qui impliquent tout le monde. Je dis très bien qui implique tout le monde. Je dis très bien. Qui implique les autorités provinciales, les gouverneurs des provinces, qui implique les autorités au niveau national, qui maintenant se positionnent au niveau des ETD pour se faire les marchés aussi. Donc il y a tellement de défis à ce niveau-là, mais il faut reconnaître que ces gens n'ont jamais été préparés pour gérer cet argent-là. Le système financier pour le gérer n'existait pas. Il y a des ETD qui n'ont pas d'archives en réalité en province. Donc c'est maintenant qu'on est en train de travailler sur tout ça. Donc c'est juste pour vous dire quand même que oui, c'est un problème important. Il y a une opportunité, il y a beaucoup de défis. Il faut suivre cet argent-là et absolument en suivant cet argent-là. Voilà, monsieur Jean-Pierre Okenda, j'aimerais un peu retourner un peu en arrière. Je vais parler de la gestion du secteur minier de la RDC. Bon, je prends l'exemple de certains minéraux de la transition énergétique, notamment les cobalt, le cuivre et autres. Vous savez comme moi quelles sont les sources qui sont épuisables. C'est-à-dire on l'utilise, à force de l'utiliser, à un moment donné, on n'aura presque plus rien. Bon, si l'économie de la RDC qui s'épanche presque à beaucoup plus de 50% à ce secteur-là, comment vous jugez l'avenir d'un pays qui s'épanche vers un secteur qui se régorge sur des sources épuisables? Mais c'est la pauvreté. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre cela? Je vais vous répondre. C'est la pauvreté. Dans l'avenir. On peut estimer dans 5 ans. Déjà aujourd'hui, nous sommes dans la pauvreté. Déjà dès aujourd'hui. Mais maintenant, la question que vous me posez, c'est de me dire qu'est-ce qui pourrait se passer dans 5 ans, parce que ça aura fini, vous touchez la question des générations futures. Qu'est-ce que va laisser aux Congolais? Je vais vous répondre. Vous savez, donc, je parlais là pour les spectateurs. Pour rendre ça très très simple. La ressource naturelle, le minéral, c'est une ressource naturelle. Lorsqu'on fait l'extraction des minéraux, il faut trouver une ressource de substitution. Substituer ça par quoi? Et la ressource de substitution, c'est le capital humain. Okay. C'est-à-dire que quand vous tirez du sol, quand vous faites l'extraction d'une tonne là-dessus, rassurez-vous que cette tonne est substituée par une autre ressource. Pour parler des capital humain, généralement, on parle de tout ça. Oui. Et là, je suis d'accord avec vous, aujourd'hui, c'est la catastrophe. Et la raison, je vous ai évoqué la question, il y a une raison du fait quand même qu'on n'est pas préparé. On n'a pas la fondation nécessaire pour tout ça. Okay. Il y a des raisons de question, de conditions de terrain, tout ça. Maintenant, je rentre parce que vous me dites, qu'est-ce qu'il faut faire pour les minéraux de la transition énergétique? Voilà encore une opportunité qui se présente pour le Congo. Parce que nous sommes au cœur. Nous serons au cœur de la transition énergétique. Bien sûr, avec le lithium. Mais, exactement, vous avez tout ce que vous voulez. Il y a le nickel qui est maintenant en train d'être aussi exploré, la cassette, tout ça. Nous avons au moins 11 minéraux. Métaux de la transition énergétique, nous, on en a au moins 11. Ouais. Ceux qui sont recherchés pour accompagner à ce qu'on appelle la transition verte. Oui. Mais moi, je me parlais comme Congolais, parler comme panafricaniste. Je ne vais pas prendre l'expression transition énergétique. Okay. Parce que nous ne sommes pas transition énergétique. 9% des taux d'électrification de notre pays, on en parlait à 20% en réalité, on n'arrive pas là. Nous avons, dans mon village natal, là où je viens de Sakourou, il n'y a jamais d'électricité. Je ne parlerai pas de la transition énergétique. Pour moi, en réalité, comme Congolais, et ça, je le dis, il y a une opportunité de industrialiser le Congo. Parce que les gens ont besoin de nos minéraux. Nous avons nos besoins. Notre besoin pour nous, c'est industrialiser le Congo. Et nous sommes au cœur de cette transition énergétique. Exactement. Nous sommes au cœur de cette transition énergétique. De tout ce que vous avez évoqué sur la dotation, nous avons tout ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, comme ce qu'on a avec le super 5 du cuivre, on avait super sucre, tout ça, on n'a fait rien. On est quasiment sur, on commence à partir de la même chose. Il faut absolument arrêter tout ce que nous faisons. Toutes ces ambitions, toutes exprimées par nos officiels et consorts, tout ça. Il faut à un moment donné se dire que oui, ce sont des ambitions légitimes. Nous voulons industrialiser le Congo. Nous voulons avoir le plan d'industrialisation de la RDC. Nous voulons faire les batteries, machin, tout ce qu'on veut, tout ça. Maintenant, il faut rentrer sur le dire oui, mais c'est quoi la stratégie que nous avons? Nous n'avons pas de stratégie. Vous en avez? Donc, nous, on propose la stratégie. Il faut avoir une stratégie nationale. Parce que tous les pays producteurs des matières premières, ceux qui sont j'ai dit très bien tous les pays producteurs aujourd'hui, et bon nombre de pays en Afrique sont entrés, soit ils ont des stratégies nationales pour capter l'argent,
pour adresser les opportunités, soit ils sont dans le processus de le faire. Et chez nous, on n'est pas dans le processus. Il y a quand même une réflexion qui a commencé et nous y participons comme ressources humanitaires dans cette processus-là. Je pense quand même que dès que le gouvernement sera mis en place, nous allons souhaiter quand même de travailler avec le Congo pour qu'on arrive quand même à une stratégie. Donc, pour moi, c'est ça qui manque aujourd'hui, mais on n'est pas totalement en retard, mais il faut absolument l'avoir. Pour moi, c'est le premier jalon. Sans le jalon stratégie, on va s'embrayer comme s'embrayer par le passé. Voilà. Si vous regardez, comme moi, les rapports hebdomadaires de la Commission nationale des mercuriales, c'est une structure du ministère des Commerces qui fixe les prix des différents produits miniers et produits agricoles, encore les miniers forestiers exportés de la République démocratique du Congo. Vous remarquerez qu'il y a des produits de la transition énergétique, comme par exemple les gallium, qui n'est pas inscrit. Sachant, par exemple, si je prends par exemple les cobalt qui se vend actuellement dans les différentes bourses mondiales à presque 28 000 $ la tonne, et vaut moins que la tonne d'un gallium, la tonne du gallium qui nage dans les 1 million. Et pourtant en RDC nous avons les gallium. Bon, ça s'y vend. Qui les vend et comment ça s'y vend? Bon, en fait, je ne sais pas naturellement quand même qui les vend. Je sais qu'en termes d'exportation, pour moi, en termes d'exportation, il se fait exactement quand même la région, dont capacité de production, tout ça. Il n'y a pas assez de statistiques à ce niveau-là. Mais la chose qui est importante, que vous dites dans ce que vous dites qui est importante, aujourd'hui au Congo, j'ai parlé du premier jalon qui est la stratégie. Nous avons ce qu'on a fait la classification des minéraux, des minéraux stratégiques. Okay. On en est en trop. La liste doit être, actuellement, on doit prendre en compte donc d'autres minéraux et tout le minéraux essentiel. En fait, la stratégie doit prendre en compte tout le minéraux essentiel en se positionnant à dire où est-ce que nous sommes dominants, où est-ce qu'on le moins qu'on sort tout ça. Donc ça, pour moi, ça c'est un package. C'est un ensemble, c'est un tout qui doit être fait dans le cadre d'une réflexion stratégique. Il n'y a pas que même les minéraux comme c'était, il y en a. Oui, les germanium. Il y en a d'autres que nous exportons, voilà, qui ne sont pas plus. Les zinc aussi, qu'on sort tout ça. Bien sûr. C'est pas pris en compte aussi. Et le lithium, d'ailleurs, qui contribue beaucoup à la fabrication des batteries électriques avec les voitures électriques qui prennent de l'ampleur actuellement dans les mondes. Oui, Igor. Alors, maître, vous avez parlé ici du problème de la bonne gouvernance. Il faut mettre en place une stratégie nationale. Alors, moi, j'aimerais bien d'abord savoir quels sont les outils prioritaires pour vous, n'est-ce pas, que l'on devrait, n'est-ce pas, mettre en place pour assurer justement cette bonne gouvernance. Alors, merci pour la question. Elle est très pertinente et vous me faites intervenir un peu sur le sujet que je n'aurais peut-être pas abordé. C'est la question de la lutte contre la corruption. Ok. Venons-en. C'est la question de la lutte contre les conflits d'intérêts, la collusion d'intérêts entre les officiels congolais et le secteur minier et les opérateurs miniers, tout ça, qui constitue pour moi une grave menace, que ce soit pour les minéraux de transition énergétique ou encore d'autres minéraux de manière générale, la gouvernance du Congo en général. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Je vais souligner cette question. Mon cher ami, je disais tantôt, vous ne pouvez pas bien gérer sans contrôler. Jamais. La gestion implique le contrôle. La gestion implique la responsabilité. La responsabilité implique le contrôle. Okay. Posez-vous la question aujourd'hui. Et dans le secteur minier, ça implique, ça ajoute la spécialisation. Si vous ne comprenez pas le secteur, vous n'avez pas bien contrôler le secteur. Vous n'allez pas aller contrôler le secteur minier, faire des outils de lutte contre la corruption du secteur minier, comme on le ferait pour faire la corruption contre le secteur agricole ou bien tout ça. Non, c'est différent. Sans vous interloquer, maître, je sais que vous avez une foison d'idées dans ce que vous êtes en train de dire ici, mais il y a l'inspection générale des mines qui ont venu des... Mais ils n'ont pas la spécialité. J'arrive à tout ça. Okay. Elle n'a pas la spécialité. Elle n'a pas l'expertise nécessaire aujourd'hui. Ils font un bon travail. L'expertise viendra des gens qui vont, n'est-ce pas, constituer ces... Non, il faut que les gens prennent les formations. Il faut que les gens se mettent en jeu pour mieux comprendre le secteur minier. Comment il est, comment il fonctionne. Le cycle de vie d'un projet. Si on parle de questions de modélisation fiscale, vous avez vu, excusez-moi le terme, passez-moi l'expression, vous avez vu la bêtise que le Congo a fait pour négocier le contrat Sucomin. Excusez-moi, je parle de la bêtise, okay. Je pèse un peu l'expression. Ça a été revisité avec l'intervention de l'inspection générale. Si vous voulez une émission spéciale sur Sucomin, nous pourrons la faire. D'accord. Et vous aurez mon opinion sur tout ça. Ça, c'est une victoire. Comment j'appelle ça? C'est une victoire illusoire.
en réalité, pour le Congo. Parce que vous m'avez posé la question sur des questions de quoi expertise. On ne pouvait pas négocier avec les Chinois sans être en mesure de comprendre un projet minier qui a été exapté totalement. Tous les deux volets, infrastructure et exaction fiscale. Toute société d'infrastructure, il ne paie rien. Ceux qui travaillent dans cette infrastructure-là ne paient rien. On ne peut pas les négocier sans quantifier les exactions fiscales. Jamais. Jamais. C'est-à-dire qu'on aurait commencé par dire il faut la modélisation fiscale. Il faut qu'on comprenne si vous avez exapté, si vous allez construire votre mère et que l'État congolais estime que bon, tu vas permettre de développer les quartiers. Je t'exonère, mais je dois comprendre qu'est-ce que je t'exonère avec. Okay. C'est combien quelque chose comme ça. Avec le Chinois, on n'a pas fait tout ça. Donc l'exemption fiscale était totale. Elle est totale et on ne sait pas combien. En fait, on peut pas négocier comme pays, un État moderne, on ne peut pas les négocier ce genre de contrats, faire des exactions dont on ne connaît pas quantifier. Ça ne se fait nulle part. J'ai évoqué la question. Pourquoi j'ai évoqué quand même la question? Parce qu'on a l'impression que chez nous, et c'est ça la difficulté, parce qu'on m'a posé la question de gouvernance. Okay. Nous n'avons pas des institutions spécialisées qui ont la spécialité pour devoir travailler efficacement pour lutter efficacement contre le flux financier illicite dans le secteur minier, lutter contre la corruption, on n'en a pas assez. Même l'Agence congolaise de prévention de la qualité de la corruption, il faut développer l'expertise. On doit avoir qui aujourd'hui au Congo, regardez le contrat au Congo, même au niveau des ministères des Mines, quel est le département qui s'occupe des questions des contrats? Allez poser quand même des questions. Quels sont les spécialistes congolais qui ont la maîtrise des contrats miniers? C'est lesquels? En fait, c'est là que nous devons nous mettre d'accord en disant oui, nous sommes un pays à vocation minière, nous devons développer l'expertise et avoir des institutions. Et c'est justement ça que recommande la vision minière africaine. Et justement ça. Attention, nous continuons à considérer ce secteur-là comme c'est un petit secteur. Il est extrêmement complexe, il faut le comprendre, parce que si vous ne le comprenez pas, alors vous ne ferez pas des bons deals pour le pays. Donc les instruments spécialités, mise en place des institutions de contrôle, essayer au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons des commissions nationales de ressources naturelles, tout ça, qui peuvent jouer un rôle à l'Assemblée nationale. On a combien de secteurs maintenant? On a à la troisième. Vous avez entendu une émission un jour de contrôle de quoi de l'Assemblée nationale, commission naturelle, école de ressources naturelles et tourisme environnement. Vous avez entendu un jour qu'ils ont contrôlé. Donc le contrôle est inexistant. Et c'est pour ça que les services sont présents, parce qu'il y a des SAIMAP, il y a des... Oui, mais il faut le contrôler. Il faut le contrôler. Écoutez, les impôts qui nous sont déclarés aujourd'hui par la DGI, DGRAD, DGI, DGDA, combien qu'on était des mines, qui les audite? Je vous poser une question comme journaliste. À quand remonte l'audit de la DGR? À quand remonte l'audit de la DGI? À quand remonte les audits des régimes financières au niveau provincial, au niveau local? Les réponses sont les vôtres. Je vais même pas rebondir sur un petit sujet. Ça concerne, parce que vous avez parlé des régimes financières, la DGI, de GIRAD et autres. Il n'y a pas longtemps, les directeurs général du cadastre minier, Popol Mobulia, avait en fait répondu à une question de la presse également sur la question où il avait dit que pour l'obtention du titre minier, il faut actuellement payer à la DGRAD, c'est-à-dire 50% qui revient à l'État et puis 25% qui sera réparti de manière... Ça c'est pour le droit superficiel. Oui. Vous avez un mot à placer par rapport à cette... C'est la loi qui organise ça. Ok. C'est la loi, c'est le code qui prévoit finalement quand même qu'il y a une partie qui soit payée à... donc je crois, là on n'entrait pas des droits superficiels, je pense. Oui, c'est ça. Il parlait de quoi, je sais quoi, c'est pas... Il voulait parler de l'obtention des titres miniers, en fait. J'allais aussi également vous poser la question, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'actuellement, si vous regardez, vous le savez d'ailleurs comme moi et Igor aussi, et que la majorité des sociétés minières qui travaillent ici en RDC sont des sociétés étrangères. Alors comment ça se passe l'octroi de ces titres miniers? Et pourquoi pas... Les cadastres ne jouent pas un rôle majeur. Vous acquisez les cadastres miniers? Je ne l'accuse pas, j'ai dit, moi je suis expert. Et je vous parle de quoi? Des choses dont je maîtrise très bien. Oui. Je vous dis, le cadastre ne joue pas un rôle majeur dans l'attribution de licence au Congo. Et c'est quoi son rôle? Ils sont là pour gérer ces rôles majeurs qui devraient jouer. Quels devaient être les rôles majeurs du cadastre minier? d'État qui sont de vrais cadastres miniers pour le moment. Comme par exemple? Comme la GECAMI, comme ceux qui m'ont. Parce que, posez-vous la question. Il y a beaucoup de choses à se dire quoi secteur minier, mais monsieur Rami. Je voudrais vraiment que vous puissiez peut-être dans l'avenir aussi organiser un peu d'émissions pour que le Congolais comprenne. Combien aujourd'hui des projets qui sont développés dans les Katanga, de tout le projet, de toutes les entreprises que vous connaissez là.
Combien sont passés par le cadastre pour avoir les titres? Je crois une ou deux seulement. Kamoa seulement que je crois. Kamoa Kakula. Kakula seulement qui est passé par le cadastre minier pour avoir les titres miniers. Les autres là, ils exercent. Mais parce que sont... Ah voilà, mais c'est justement. C'est pourquoi je pose la question. Tout ça. Mais parce qu'ils sont passés par les entreprises d'État, qui sont les vrais gestionnaires des actifs du Congo. Alors vous demandez aussi que les cadastres miniers soient peut-être abolis? Non, je ne demande pas, c'est parce que pour le moment, bon, c'est une situation historique. Je crois que, vous savez, le taux d'exploration de notre territoire national, en termes de recherche des conseils géologiques, on en a combien? À 19%. Oui. Ok. Ce n'est pas suffisant. Non, papa. Nous ne pouvons pas être, nous, un État qui ne connaissons pas ce qui reflète notre sous-sol. C'est aberrant aujourd'hui. Oui. Ok. Nous devons le connaître. Nous n'avons pas dit que nous devons tout exploiter. Non. Nous ne disons pas ça en réalité. Mais nous devons connaître ce qui est sur notre territoire, sur le Congo en réalité. Mais ce que je voulais dire sur quoi? C'est que je crois que les cadastres pourront jouer un rôle potentiellement beaucoup plus important dans les années à venir en ce qui concerne l'attribution, si nous améliorons justement la connaissance des connaissances de nos réserves et donc géologiques. Parce qu'au moment où on créait les cadastres en 2000, les entreprises d'État géraient déjà le patrimoine qui était là et on les a cédé ces patrimoines-là. Et c'est maintenant que vous voyez ce qu'on appelle des contrats de JV ou bien des contrats de partenariat. Donc les entreprises étrangères dont vous parlez sont passées par des contrats qu'ils ont signés, avec les entreprises d'État. Et moins sont allés au cadastre, c'est parce que finalement, au cadastre, il n'y a pas grand-chose. Pour aller au cadastre, il faut aller dans le domaine public. Or toutes les réserves, les jugements qui étaient connus à ce moment-là, étaient cédés en 2002 à la gestion de l'entreprise d'État. C'est elles qui ont beaucoup plus joué un rôle sur tout ça. Donc la question, le cadastre est indispensable. Et d'ailleurs, actuellement, je salue le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui. J'étais les noms quand même. Le cadastre a fait beaucoup d'efforts. Okay. Depuis que M. Mabouli est là, je vis quand même qu'il y a... Et bon, voilà, moi je ne suis pas là pour faire un peu de quoi sur tout ça. Mais j'apprécie. Donc, on doit aller sur le cadastre, on en a besoin. Mais il faut quand même qu'on se rende compte. Alors, peut-être. On ne peut pas parler du secteur minier sans pour autant évoquer en tout cas le secteur extractif. C'est vrai que nous l'avons suffisamment évoqué ici. Mais il faudrait au moins mettre un point sur les industries extractives en République démocratique du Congo. Ouais. Et quand je parle des industries extractives, on aimerait bien savoir quel apport, n'est-ce pas, les industries extractives, n'est-ce pas, dans la relance inclusive de notre pays. Quel est l'apport des industries extractives dans la relance inclusive du Congo? C'est elle aujourd'hui. La relance n'est pas inclusive, elle est exclusive. Okay. Donc, votre question, je la prendrai. Quel est l'apport de l'industrie minière aujourd'hui dans le cadre d'une relance exclusive? Pourquoi pas inclusive d'abord? Inclusive parce qu'on n'est pas l'exclusivité. Je parle de l'isolement de ce secteur minier. Aujourd'hui, ce n'est pas connecté à l'économie nationale. Les biens et services qui sont lancés par ces sociétés-là ne sont pas produits au Congo. C'est-à-dire que ne sont pas produits au Congo. Quand on y ajoute la valeur ajoutée des minerais, ce n'est pas réalisé au Congo. Nous sommes plus comme État en un réservoir de matières premières. Okay. C'est tout ce que nous sommes en réalité. Ce que nous sommes aujourd'hui, la structure du point de vue. Si vous faites une bonne analyse de la structure coloniale, elle n'a pas changé. Je suis désolé de me scandaliser. Je ne suis pas un pessimiste. Je vous dis, la structure économique coloniale n'a pas changé. Quelles étaient ses caractéristiques? Exporter, venir prendre les matières premières au Congo, aller ajouter la valeur ailleurs. Quand on dit ajouter la valeur ailleurs, c'est créer la richesse ailleurs. Faire bénéficier la richesse ailleurs. C'est la même chose aujourd'hui. Je ne vais pas dire que c'est la faute des entreprises minières, parce que comme je vous ai dit, le Congo non plus n'est pas prêt. L'élite, le leadership congolais n'a pas suffisamment travaillé pour assurer quand même que on puisse ajouter la valeur aussi chez nous. Ok, ça c'est une question que à des partenaires de responsabilité. Mais ce que je voulais dire, c'est ça que je parle d'une relance exclusive. Voilà. C'est ça qu'on parle de la dépendance du Congo vis-à-vis du secteur minier. Parce que ce n'est pas désenclavé, quoi. Et là, je vous dis, mon cher ami, je vous ai déjà dit, sans le secteur minier, écoutez, on ne parlerait même pas de la croissance au Congo. La croissance du Congo aujourd'hui vient d'où? On parle que, je crois, 6,8 l'année passée, dans les années à venir ici, ça va se stabiliser. On était même jusqu'à 8 à un moment donné. Ça va se stabiliser jusqu'à 6 ou 5,8. Mais tiré par quoi? Essentiellement, je dis très bien, essentiellement, pas secteur minier. Okay. Et donc, en fait, on est dépendant. En fait, l'apport important aujourd'hui,
le rapprochement aussi des devises qu'il fait avec l'article du code minier et l'autre article qu'on n'a pas abordé avec vous, qui ont obligé la société à répatrier comme des recettes. Donc en réalité, l'apport, elle est importante. Mais seulement, elle est là pour faire une relance isolée de l'économie congolaise. Il faut désenclaver ça avec toutes les questions que vous parlez de la sous-traitance et tout ça. On aura l'état d'abord notre jour. Parce que pour moi, en fait, pas pour moi, mais l'économie minière, et quand on parle de l'économie, on ne fait pas les taxes et on ne peut pas continuer à faire les taxes. Même quand je parle que non, l'apport, il tire. En termes de quoi, Nous sommes en train de chuter. Nous avons des temps un peu avec les timings. On a certainement beaucoup à se dire. La matière est abondante. La télévision, c'est vraiment les temps. Mais c'est Jean-Pierre Okenda. Je vais parler de l'exploitation des enfants mineurs dans les secteurs miniers de la République démocratique du Congo. C'est vrai, beaucoup disent qu'ils sont partis de gauche à droite, ils n'ont jamais vu des enfants mineurs qui travaillent dans le secteur minier de la République démocratique du Congo. Mais c'est vrai, il y a eu des documentaires qui ont prouvé les contraires. Donc ils travaillaient depuis 18 ans. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme peut-être enquête, ou bien qu'est-ce que vous avez découvert, ou encore qu'est-ce que vous avez proposé pour que les enfants mineurs ne travaillent pas dans ce secteur-là qui est beaucoup plus dangereux? La question que moi je me poserais, c'est pourquoi les enfants ne doivent pas travailler? Dans les secteurs miniers? Oui. Les enfants? Les enfants mineurs. Je parle des enfants mineurs. Bien entendu, les enfants de 6 ans, c'est important. Pourquoi ils ne travaillent pas? Et pour vous, c'est valable? Attendez. Déjà, les secteurs miniers, c'est très dangereux. Oui. Surtout si c'est fait de manière artisanale. Il faut creuser, entrer dans les trous. J'ai fait de votre émission une émission très pédagogique. Okay. J'ai taquiné les téléspectateurs, y compris vous-même. Pourquoi on ne doit pas travailler? Il doit manger comment? On vous écoute. Il doit se vêtir comment? Allez-y, on vous écoute. Parce que je reviens sur la question de la pauvreté. C'est une question fondamentale. Parce que, oui, ce sont les pires travaux. Le travail dans les mines fait dans la catégorie de sécurité considérée comme étant le pire travaux, nuisible à la croissance même des enfants. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vous dis une seule chose. S'il ne travaille pas à la mine, il va manger comment? Cet enfant ne va pas à la mine. Vous voulez dire? Mais il a ses parents. Exactement. Je vais vous raconter, mais je vais faire passer un message très important. Passer un message très important. Parce que ça, je le fais même dans d'autres forums. Ok, donc il va rester à la maison, il va mourir de faim. Il va ses parents. Aller à la mine, il va mourir. Oui, rester à la maison, manger, non. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la question fondamentale, ce pays est en train d'exploiter énormément de mines. Et les capitales humains, avec des enfants. Oui, je vous donne. Et aujourd'hui, je vous réponds aujourd'hui, c'est une question extrêmement de pauvreté. Les ressources qu'on exploite appartiennent à ces enfants-là. Nous et vous, qui sommes adultes, et les sociétés qui exploitent chez nous, personne ne veut ramener quand même la richesse au Congo. Et ces enfants sont pauvres. Et donc, ça, c'est une question importante que quand vous rencontrez des gens, je vais parler des questions, ce n'est pas bon, je suis d'accord avec vous, qu'il y a eu des situations d'enfants, tout ça. Mais il faut que les débats ramènent aussi sur l'argent. Pourquoi on fait les mines au Congo? Si on fait les mines qui vont enrichir les autres, nous on reste comme ça. Donc vous avez les gens en Europe qui sont maintenant, vous savez, moi j'ai pris un ami qui m'a dit, viens, montez ces véhicules ici, avec le covate que chez toi, vous l'avez tout ça. Vous et moi, nous pouvons avoir nous demain des véhicules électriques. On n'en aura pas. Donc nous faisons les bonheurs des autres, nous voulons quand même qu'il y ait le bonheur aussi. Maintenant la question d'enfants, oui, les proportions ont drastiquement baissé à ce niveau-là. C'est extrêmement baissé. Il est aujourd'hui difficile que vous ayez dans une coopérative et trouver des enfants de travail. J'étais à Kamilombe, je vais vous les citer toutes. J'ai déjà fait une visite autour de Kamilombe, qui est ces miniers qui emploient à peu près plus de 20 000 mineurs artisanaux. J'étais à Kasulu, j'étais encore au travail du côté Kawama, tous les Zembé. Je peux vous citer au moins beaucoup de mines aujourd'hui. Il est extrêmement maintenant difficile de trouver des enfants quand même qui entrent dans cette concession-là. Maintenant, tout autour des Kapata là, quand vous sortez, tu les aimes et vous sortez Kamilombe, je suis à Kolwezi, vous allez trouver des remblais dans lesquels les enfants sont là. C'est comme les enfants un peu que nous avons chez nous ici, à Kinshasa, qui sont dans les récits, qui cherchent à manger comme ça, tout ça. Donc, les proportions ont diminué. La dernière chose que je vais dire sur ce sujet-là, il y a deux catégories de gens qui veulent faire l'argent sur la question des enfants. Vous avez des organisations internationales
qui mobilise des millions de dollars américains. Vous savez, mon cher ami, suivez le fonds là-bas que BAD a donné là-bas, 93 millions de dollars américains pour lutter contre la pauvreté, créer des coopératives pour les parents, pour les mamans, comme ça les enfants ne partent tout ça. Suivez l'argent. L'argent part de où? Je ne sais pas. Ils ont déjà fait quoi avec? Je vous informe que c'est scandaleux. Donc, ce que vous voulez dire, il y a cette catégorie-là. Deuxième catégorie, les gens utilisent ça aussi pour faire les combats, Congo combat de bâche, ce qui n'est pas bon aussi. Donc, oui, on avait beaucoup de problèmes, les enfants, là, comme vous l'avez dit, mais je crois quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont soutenus, qui font aujourd'hui actuellement. Et je vais vous tenir pas vous dire, la contribution secteur artisanale au combat produit par la RDC, mon cher ami, si quelqu'un me dit que c'est 10%, je vais lui demander qu'il me montre comment. Donc, il y a quand même, il faut faire un effort de lutter efficacement là-dessus, mais en même temps de reconnaître quand même que pour le moment, les choses ont beaucoup changé comme quoi. Mais quelle est la place de l'EGC, donc l'entreprise générale du cobalt, qui justement, dont la mission est d'encadrer la commercialisation du cobalt artisanal? Mais elle est en train de patiner. Elle patine. EGC a été créée en 2019. Oui. Je donne en 2024. Il n'y a pas tout ça. Mais récemment, j'ai appris, quand j'étais à Indaba, fait du Sud, cette année même, j'ai appris que parce que EGC, c'est une filiale de la Chicamine, parce qu'elle en a donné 7 arrêts miniers et tout ça. Est-ce qu'ils sont où? Quand on peut le questionner, ils sont où? On peut le montrer. Pour moi, en tant que Congolais, je soutiens qu'EGC soit opérationnel, mais pas être opérationnel pour l'élite politique. Parce que c'est la lutte que nous devons mener maintenant. Là, on n'est pas comme si c'était Congolais. Voilà. Pas comme EGC doit être bien géré. Parce que l'argent qui est géré par EGC contribue, aide les enfants et tout le reste qui sont là-bas. La saison. Je crois que ce sera ma dernière question, parce que quand on parle des industries extractives, on a tendance à ne voir que, n'est-ce pas, le secteur minier. Pourtant, il y a également le secteur pétrolier. Exactement, oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr, avec tout le lot de ce problème aussi. Voilà. Et vous avez dit tous les lots de son problème, mais quand même, le secteur pétrolier, si l'on se base au rapport publié par l'ITIE, je crois en 2020 et 2021, on a montré que le secteur extractif, dans sa globalité, in extenso, a généré au moins 6,1 milliards de dollars américains, dont 5,8 milliards, n'est-ce pas, provenaient justement du secteur minier, et 368 millions de dollars américains provenaient en tout cas du secteur pétrolier. Alors ce décalage-là, vous avez dit ici tantôt que, n'est-ce pas, on est très dépendant du secteur minier, mais ce décalage-là, pourquoi le secteur pétrolier ne participe pas aussi, ne génère pas aussi autant de revenus? Donc c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'opérateurs qui sont dans le pétrole aujourd'hui, dans la production. Nous n'avons que Pérékou qui est en train de faire une production minimale en réalité. Et l'appel a été lancé dernièrement pour le 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Ouais. Je vais vous souhaiter que si vous avez besoin d'une émission sur ces questions-là, nous le ferons sur ces questions-là. Mais je vous dis que... mais un mot, c'est même un mot global sur le secteur pétrolier. Je vais vous dire comment vous jugez un peu ce secteur-là dans notre pays? Les mots du secteur minier sont les mêmes mots du secteur pétrolier. À terme de défis de gouvernance, c'est pas secteur. Les défis de gouvernance sont transversaux à ce niveau-là. Il y a une volonté de devoir relancer le secteur des hydrocarbures. Là-dessus, vous l'avez dit, et nous le souhaitons également quand même, à condition que on ne compile pas les modèles du secteur minier, qui est un modèle qui enrichit l'élite et les dirigeants, détriment des citoyens. Ça, c'est extrêmement important. Il faut se servir de l'échec que nous avons connu avec le secteur minier pour modeler un autre secteur, pour faire les choses différemment. Parce qu'en fait des comptes, ce qu'on veut, c'est que le Congo soit prospéré. Maintenant, c'est ça les réactions que je suis. Maintenant, avec les appels d'offres que vous avez lancés, qui ont été lancés par le gouvernement, je vous assure qu'il y a plus de problèmes que de solutions. Donc, c'est comme ça que je disais au départ que on a fait, ça a été mal fait, il faut le dire, ça a été mal fait. On a recruté des sociétés qui n'ont pas les capacités. On a recruté, vous avez vu quand même qu'il y a des enquêtes qui est assez accablant. Donc, si nous voulons, et même dans les mines, on a le même problème, je l'ai dit en conscience de cause. Dans les mines, nous avons connu de nos mines dont la licence, les permis est passé entre 4 sociétés minières. 18 ans. Donc, notre ami a 4 ans avec, il vous cède vous, il me cède moi, et c'est le 4e, 5e qui vient développer la mine. Et on a fait la même chose. Je crois que le Congo aujourd'hui doit se dire, il y a une formateur le Congo aujourd'hui qui fait le business avec nous. Il y a les capacités. Nous devons faire le choix en réalité. Je comprends que parfois les mangeurs, surtout dans les mines, ne veulent pas prendre beaucoup de risques. Les mineurs commencent tout ça. Mais quand vous regardez bien,
quand vous regardez, comme ça de votre émission, j'étais le nom de quoi société. Parce que moi, j'ai toujours un franc-parler. Non, si vous avez, allez-y, parlez. Oui, mais on a parlé de la question de Alpha Giri là-bas, qui a gagné le marché. Vous avez vu, elle n'a jamais fait le pétrole nulle part au monde. Jamais. Jamais. Donc, elle va commencer à prendre à faire le pétrole ici. Bon, pour quelle raison, nous, on va aller prendre une société qui n'a jamais fait? Pourquoi ne pas chercher ceux qui ont déjà fait? En d'autres termes, si nous n'avons jamais fait le pétrole, ni pareil au monde, quelles sont les capacités techniques? Ils vont apporter quoi techniquement pour nous aider à faire comme ce travail-là? Parce que financièrement, ils peuvent me trouver. Voyez-vous, c'est qu'on a fait de quelque chose comme ça. Donc, ce sont un peu de racolage, des à peu près, des investisseurs qu'on ne sait pas exactement dire que c'est ego, tout ça. Aujourd'hui, le business dans les mines exige des États modernes de faire le minimum de diligence raisonnable pour savoir quand même qui est celui qui va faire avec moi, quelles capacités, quel aussi son passif aussi. Est-ce que c'est une société qui paie les impôts? Peut-être qu'elle a déjà commis des problèmes ailleurs dans tous les autres pays. Donc ça n'a pas été fait et nous continuons à croire. D'ailleurs, ce n'est pas qu'on n'est pas vendre, on a publié un rapport récemment. La coalition dont nous sommes membres, comme ressources matérielles là, on a publié tout ça. Donc je crois quand même qu'il faut faire bien les choses. Il est temps vraiment quand même qu'on dise le Congo doit réussir. Il faut que nous puissions réussir et nous pouvons réussir si nous voulons réussir. Voilà, merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Okenda. Je rappelle que vous êtes maître avocat, mais également directeur des ressources Matters. Nous avons reçu dans notre magazine les diagnostics. Avec vous, nous avons passé en revue les différentes problématiques. Nous avons parlé du secteur minier extractif et tous les mots qui y rongent. En tout cas, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons compris qu'il y a vraiment beaucoup de la matière pour sortir militante de la télévision. Nous pose un peu des défauts. Dans la maison du possible, nous aurons encore à cœur de vous inviter très prochainement pour parler de ces mêmes secteurs miniers, les secteurs pétroliers également. Et puis on aura certainement des réponses claires et puis une lumière va jaillir de vos idées. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'avez accordée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de votre magazine Les Diagnostics. Les rendez-vous est pris très prochainement avec un autre invité pour diagnostiquer un autre secteur. D'ici là, portez-vous bien à la suite de notre programme. Merci.